Bienvenue à toutes les lectrices et tous les lecteurs de Pharaon Magazine. Le dernier numéro du magazine est toujours en kiosque, en version PDF et version papier, et bien entendu sur abonnement. 1 an et 2 ans, comme depuis 20 ans. Alors, il y a quelques jours, il y a eu une série documentaire sur la chaîne Arte, donc chaîne franco-allemande, autour des momies égyptiennes, hein. Donc, on a eu droit à un large éventail sur quelques momies du Nouvel Empire, que ce soit la momie de Sekenre Taha, donc le roi de la 17e dynastie, ou plutôt un prince thébain qui va mener la guerre contre les Hyksos, hein. Bon, on savait depuis longtemps quand même que sa mort avait été assez brutale. On a parlé dans ce documentaire de la supposée momie d'Hatchepsout, d'un petit coffre contenant une molaire. Alors, ce coffre suscite quand même beaucoup d'interrogations, parce que même si au nom de la reine, enfin en tout cas un des noms de la reine, on s'aperçoit qu'il y a une princesse royale qui portait exactement le même nom à la fin du Nouvel Empire. Donc l'attribuer par défaut à Hatshepsut, c'est un petit peu bon, un petit peu aller vite en besogne. Il y a eu aussi, si ma mémoire est bonne, dans la troisième partie, donc dans le troisième documentaire, un large focus fait sur la momie E, en fait, la momie anonyme, découverte dans la cachette royale aménagée dans la tombe 35 de la Vallée des Rois, qu'on surnomme la momie hurlante à cause de son expression. Alors, c'est vrai que les analyses ADN, les dernières radiographies et scanners ont permis de repréciser un petit peu la mort, hein. Bon, passons sur tous les éventails médiatiques et les superlatifs qui ont été utilisés. Bon, maintenant, il est prouvé que ce personnage était un personnage quand même de très haut rang, sans aucun doute fils royal, et plus précisément fils de Ramsès III. Et durant ce documentaire, les défilés qui sont sculptés dans le temple de Ménéné-Abou, hein, donc datant de Ramsès III, ont été largement abordés, montrés. Bon, on ne va pas revenir sur les incohérences et les imprécisions qui ont été faites dans les commentaires et dans la prise de parole des égyptologues, hein. Alors oui, les noms sont marqués. Les noms des princes qui sont nommés sont bien indiqués, même si la moitié des princes restent anonymes. Il faut savoir que on a deux types de noms qui sont gravés dans les colonnes de texte qui légendent les représentations. Alors, on a déjà le nom royal de Ramsès III, donc là-dessus, aucun souci, bon, à voir. Et on a, sur un certain nombre d'entre eux, leur nom de prince. Alors, les noms de princes ne sont jamais dans les cartouches, hein. Je reprécise que seul le roi et la reine ont des cartouches. Les princes n'ont pas de cartouches. Donc les noms sont gravés mais sans cartouche, hein. Donc là aussi, bon, aucun souci. On a le même exemple, notamment dans les listes de princes et de princesses de Ramsès II. Un certain nombre de représentations ont des cartouches. Alors, pas de Ramsès III, mais les noms des Ramsès 4 et 6 et 8. Alors, ces cartouches ont été rajoutées non pas à l'époque de Ramsès III, parce que bon, il était un petit peu mort lorsque les successeurs prennent le trône, mais c'est vraiment à l'époque de Ramsès IV et de Ramsès VI et de Ramsès VIII que les cartouches royaux de ces rois ont été rajoutées. La chronologie de ces processions reste quand même un petit peu aléatoire. Euh, oui, effectivement, plusieurs dizaines de princes sont nommés, sont représentés, mais il n'est pas impossible que les légendes, que les textes avec les noms de princiers furent rajoutés après coup. Alors sans doute plutôt sous Ramsès IV. Il faut savoir effectivement, et le documentaire l'a rappelé avec précision,
que le règne de Ramsès III a été secoué par plusieurs affaires, hein, bon, et notamment le complot du harem qui va mener à son assassinat. Une des raisons en fait des tensions que l'on observe, que l'on comprend de la famille royale, vient du fait que Ramsès III n'a jamais véritablement nommé plutôt un prince héritier. Alors oui, effectivement, le prince Ramsès, donc le futur Ramsès IV, va être mis en avant, mais assez tardivement dans le règne. Et tant que le roi ne donne pas de nom d'un prince héritier, on sent toujours des tensions entre les différentes reines et concubines, ce qui n'a pas manqué d'avoir lieu. Alors, si on reprend le cas de Ramsès II, l'ordre de succession se base sur l'ordre de naissance des différents princes. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, et Ramsès II a bien respecté ce qu'on va appeler plus tard la primogéniture. Donc c'est toujours le fils aîné, puis dans l'ordre de naissance que le prince héritier se trouve. Donc là, effectivement, sous Ramsès II, très tôt dans le règne, il y a le prince héritier qui est nommé et précisé dans les textes. Ce qui n'est pas le cas sous Ramsès III. Et le conflit est tellement latent et tellement sous-jacent à la situation politique interne que même les grandes épouses royales et les reines restent anonymes à Méninéabou. Ça, c'est vraiment symptomatique d'une tension réelle entre les différentes épouses royales et le roi. Alors, c'est vrai que Ramsès III aurait dû sans doute régler une partie des tensions en nommant un prince héritier. Bon, effectivement, il n'a pas fait, et c'est ce qui l'a conduit à sa perte. Alors, si effectivement on considère que cette momie hurlante est bien un fils de Ramsès III, ce qui fait pas de doute a priori aujourd'hui. Le problème, c'est que son nom, que l'on déduit d'un papyrus, c'est Pentahour. Alors, c'est un nom d'emprunt, ce n'est pas son vrai nom, et d'ailleurs on ne trouve nulle part trace de ce prince sous le règne de Ramsès III. Le problème, c'est que son vrai nom n'est jamais donné. Alors, de quel prince, de quel fils royal on parle? Bon, aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas savoir. On peut juste supposer que ce prince, donc le futur Pentahour, le futur conjuré, est sans doute représenté dans les processions princières du temple de Méninéabou. Lequel, ça reste la question. Est-ce qu'il est légendé? Est-ce que son nom est marqué? Ça, effectivement, on n'en sait rien. Sans doute que non, parce que je pense que Ramsès IV, qui prend le pouvoir à la mort de son père Ramsès III, aurait sans aucun doute effacé son nom. Sans doute qu'il est représenté, mais son image est restée sans nom, en fait. Bon, il reste anonyme. Bon, a priori, on peut le comprendre comme ça. Après, effectivement, on comprend aussi que la succession de Ramsès III est très délicate. Et d'ailleurs, le documentaire l'a rappelé, hein, quand ils ont fait l'analyse de la momie de Ramsès V, hein, qui est mort sans doute un petit peu malade. On voit effectivement que Ramsès IV donc, est bien le fils de Ramsès III, et que c'est son fils, donc le petit-fils de Ramsès III, Ramsès V, qui va régner. Mais lorsque Ramsès V meurt, en fait, on change de branche de la famille royale pour retourner à une lignée directe, hein, donc c'est un autre fils de Ramsès III, Ramsès VI, qui va régner. Sans doute déjà que ce Ramsès VI était plus ou moins d'âge mûr, en tout cas d'un certain âge. Et c'est le fils de Ramsès VI, hein, donc Ramsès VII, qui va prendre le pouvoir. Ensuite, tout se complique. Ramsès VIII nous pose plus de problèmes. Alors même s'il est nommément indiqué dans la procession princière de Méninéabou, Ramsès VIII n'a régné que quelques mois. On suppose qu'il est de la lignée royale. Hein. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de gros soucis à avoir, hein, parce que la famille royale, avec tous les fils et petits-fils, arrière-petits-fils de Ramsès III, de toute façon, la famille royale a de quoi alimenter à la succession. Aujourd'hui, on pencherait
pour un petit-fils ou un arrière-petit-fils de Ramsès III. Les dernières analyses supposent qu'il a un lien avec, le prince Seterkepetchev. Alors, est-ce que c'est le premier, donc en fait, du nom, donc qui lui est le fils de Ramsès III, ou le fils de ce premier, de Seterkepetchev, parce que on trouve la trace de deux personnages qui portent ce nom. Et Ramsès VIII serait l'un des deux, a priori. Bon, donc ça reste encore à confirmer. Donc quand Ramsès VIII meurt, on comprend que la succession change encore de lignée, et c'est un arrière-petit-fils de Ramsès III qui va prendre le trône. Donc en fait, Ramsès IX est le fils de Montou Erkepetchev, qui est un des fils de Ramsès III. Et a priori, alors je dis bien a priori parce que le lignage est très incertain tout de même, mais il semblerait que la succession de Ramsès IX passe par le fils de Ramsès IX et par le petit-fils de Ramsès IX, donc Ramsès XI, qui serait le fils de Ramsès X, ou un fils de Ramsès IX, ou encore un arrière-petit-fils, arrière-petit-fils de Ramsès III. Il n'y a a priori pas gros de doute que Ramsès X et Ramsès XI appartiennent à la famille royale. Maintenant, reste à déterminer effectivement le lignage exact. Est-ce que c'est un lignage qui est issu de la branche de Ramsès IX, donc à partir étant lui-même petit-fils de Ramsès III, ou est-ce qu'il faut chercher ailleurs, via un autre prince, l'aligner avec Ramsès III? Alors, tout ça pour dire que la succession de Ramsès III est quand même assez compliquée, que les processions princières de Méninabou apportent effectivement des éléments de réponse, mais pas tout. Les légendes sont très limitées, de nombreux princes restent totalement anonymes, donc on ne sait absolument pas qui c'est, et pourquoi déjà autant de princes ont été gravés. Ça pose effectivement une bonne question. Est-ce que à l'époque de la décoration de ces parois, il y avait déjà autant de princes qui étaient nés, ou est-ce que c'était en prévision des futures naissances? Là-dessus, aujourd'hui, on n'a aucune réponse effectivement à donner, parce qu'on n'en sait rien. Voilà, donc c'était effectivement un petit podcast pour vous rappeler un petit peu tout ça, et pour repréciser effectivement un certain nombre de points qui avaient été évoqués dans les documentaires d'Arte, passés mi-mars dernier. A très bientôt avec Pharaon Magazine. Merci et au revoir.